Le vent de folie qui a soufflé à Bouaké va-t-il souffler demain à Abidjan face justement à la République démocratique du Congo? Les supporters ivoiriens aimeraient être emportés comme ça par ces joueurs-là qui, sur le terrain, devront démontrer encore une fois qu'ils sont dans une phase tellement ascendante que ce n'est pas la République démocratique du Congo qui va les arrêter. Mais il y a des gens qui pensent que non. Et à ce sujet, un de nos invités, c'est un illustre personnage de la République démocratique du Congo qui sera avec nous tout à l'heure. On parlera avec lui de cette épopée congolaise en terre abidjanaise. On recevra également une autre éminence qui sera avec nous pour parler de qui? Pour parler de Laurent Pokou. Son nom est revenu plusieurs fois durant cette Coupe d'Afrique des Nations à travers le ballon, à travers un stade. Mais il dit non, on n'en parle pas trop de Laurent Pokou. Donc il sera avec nous tout à l'heure. On en parlera avec vous, mais on garde encore un peu le suspense sur leur identité. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, vous allez bien? Ça va. Bonsoir chez vous, nous espérons que vous allez bien. Demain, c'est la demi-finale, la Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Et on espère, comme André l'a dit, que le stade des Bimpe va vivre encore cette folie et cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Notre plateau est prêt, Élisée Boloubeu. Bonsoir. Bonsoir Christelle, je tenais juste à te rassurer que la folie qui a démarré depuis quelques semaines, je dirais à Yamoussoukro, n'est pas prêt à s'arrêter. Certainement qu'il s'arrêtera le mardi, les 2 jours fériés qui vont être décrétés après la victoire des éléphants le dimanche. J'avais oublié, j'ai dit Élysée, c'est prophète Élysée, c'est ça, non? Exactement. D'accord, très bien. Marius Komoé, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir ma chère Christelle, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des téléspectatrices de l'AFTI. Et André en parlait, il s'agit donc de Zachary Bababasoué, journaliste sportif, homme politique congolais, qui est avec nous, qui dit déjà que le Congo va gagner, mais ce ne sera pas la vérité pour demain. Le plateau est 7, on démarre maintenant. Le sélectionneur ivoirien Faye Emers était face à la presse d'ores et déjà. Il a commencé à donner 2-3 idées de comment les éléphants devront s'y prendre pour arriver à bout de ces léopards de la République démocratique du Congo. On a voulu en parler ce soir et pour ce faire, Christelle, évidemment, nos invités et bien sûr nos amis sont disponibles pour essayer de décrypter ensemble justement ce qui va faire la différence au cours de cette rencontre. Élisée Boloubeu, le sélectionneur Faye Emers, donc, a pris la parole. Il a été trouvé très détendu. À part cela, qu'est-ce que vous avez encore observé? Pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra encore sourire à la fin de ce match demain? Moi, déjà, si c'est disons un avis personnel, je pense que la Côte d'Ivoire est dans une dynamique qu'il est difficile d'arrêter maintenant. Comme je le disais, je pense que cette dynamique-là ne s'arrêtera qu'au soir du dimanche, avec certainement le trophée. Pour ce qui concerne MS Faye, il est resté égal à lui-même, hein, vraiment très posé, avec beaucoup de mesure dans les propos, comme certains m'ont le dit, caractérisé vraiment par l'humilité. Il a toutefois noté que même si pour les 2 matchs précédents, c'est-à-dire face au Sénégal et le Mali, la Côte d'Ivoire n'a pas pu vraiment poser son jeu, il pense que face à la RDC, et la Côte d'Ivoire a l'obligation, il a dit, de vraiment poser le jeu et de pouvoir faire son jeu, de pouvoir faire avancer son jeu. Et je suis totalement d'avis avec lui. Il faut qu'à un certain moment, quand même, la sélection où les éléphants de Côte d'Ivoire sortent d'un esprit de réaction pour aller maintenant dans un esprit d'action. Voilà, il faut qu'on sorte de la réaction parce que ce n'est pas toujours évident que la réaction puisse être à la hauteur de l'action qu'on a subie. Très bien. Je suis d'avis avec lui. Marius Komoé, avant de donner la parole à nos 2 invités, nos 2 illustres invités, vous allez nous dire justement comment le public en ce moment se prépare. C'est veillée d'armes en ce moment. Grande veillée d'armes dans toutes nos contrées, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, dans nos hameaux, dans nos villages, dans toutes les grandes villes. Les Ivoiriens sont mobilisés comme un seul homme derrière leur équipe et attendre demain justement le jour J pour pouvoir encore une fois attester de leur amour pour leur équipe nationale en se déplaçant massivement au stade de Bimpe, plein à craquer d'Ivoiriens, drapés dans nos couleurs orange, blanc, vert. Et vous verrez bien que demain, ça sera une grande action, un grand football que livreront les Ivoiriens
face à la RDC qui peut déjà trembler de tout son corps. Ah, vous dites face à la RDC qui peut trembler de tout son corps, ben Christelle, vous l'avez annoncé à Zakari Bababachoué, vous l'avez entendu dans pas mal de chansons. C'est un personnage très populaire en République démocratique du Congo. Il est venu pour dire que cette équipe des Léopards n'est pas en train de trembler, mais au contraire, elle est sûre de ses forces. Tout à fait, mais avant que je ne dise un mot sur cela, j'aimerais bien remercier la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour cette belle organisation. Je pense qu'il faut reconnaître que les petits plats ont été mis dans les grands pour que nous ayons une compétition. En tout cas, moi j'ai été dans plusieurs stades, plusieurs cannes. Mais là, franchement, j'avoue que le peuple ivoirien a frappé très fort dans l'organisation. C'est l'hospitalité. Et on a vu les stades, c'est vraiment qu'il n'y a rien à envier. Donc, pour nous qui avons été au Qatar, on a vu qu'effectivement, un effort a été fait. Bravo pour cela. Ça prouve qu'en Afrique, on est capable d'arriver à faire des choses merveilleuses. Mais simplement, je suis venu vous dire... Oui, parce que malgré tout, vous voulez quand même nous faire un peu souffrir. Ah, c'est bien, on vous écoute. Heureusement que vous l'avez fait pour la jeunesse africaine, aussi pour dire la grandeur de l'Afrique. Ça se voit aujourd'hui que c'est possible. On a eu 24 pays dont les jeunes sont arrivés ici dans une ferveur, une diversité d'ardeur et de vitalité. Et on a suivi comment est-ce que les choses se sont passées. Une CAN extraordinaire, avec des grandes nations qui se sont vues éliminées au premier abord. Et puis je pense que la RDC n'est pas venue pour figurer pour deux raisons. La première, c'est que en ce moment-ci, vous avez vu les réactions du match quand nous avons battu, quand nous sommes qualifiés pour cette demi-finale. Comment est-ce que même dans les zones occupées, où il y a eu encore, il y a 48 heures, des atrocités, nos joueurs ont fait un geste ce matin, on a vu la vidéo, là où ils disent ils veulent dédier la victoire, en tout cas, à cette population. Parce que la réalité, il faut le préciser, c'est un peuple qui est meurtri et qui voit le football comme un ciment d'unité. Et c'est pour cela que la réaction dans les deux Congos, et même partout où il y a la communauté congolaise, c'était comme une sorte de réveil, une sorte qui a encore unifié davantage, cimenté la cohésion nationale. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, en commençant par le président de la République, qui ne s'est pas empêché de pousser des cris des joueurs. On a vu quelques vidéos qui ont circulé, qui ne devaient pas l'être, mais on a senti que dans la ville, à Brazzaville, à Kinshasa, à Goma, même là où, même à Lubumbashi, même là où, même à Béni, dans les territoires occupés, dans le Massissi, on a vu des gens sortir et ils ont oublié un tout petit peu le malheur qui est bon. Pour cette raison-là, on veut rentrer avec cette coupe-là. On remercie le peuple ivoirien, on a vu l'hospitalité, mais dimanche on a la coupe et on reste quand même une petite semaine avec la coupe ici, on vous la montre, vous la touchez. Et puis vous partez avec. Ah, ça ne sera pas possible. Et je sais que Thierry Escoffi qui est là, c'est un privilège pour nous de vous recevoir. Cher doyen, homme de lettres, André, homme d'art et de culture. Bien sûr. Très connu, avec une belle plume. Que pensez-vous justement des propos de Zakari Bababachoué qui estime que la Côte d'Ivoire devra laisser, n'est-ce pas, au Congo, de pouvoir avoir cette coupe-là? Je vais vous décevoir, je ne suis pas en réalité fouteux. Soyez fouteux, je vous en prie. L'homme de lettres, comment vous analysez tout ça? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est votre lecture de tout ça? Je vais vous décevoir. En réalité, bon, que ce soit le Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui aura gagné. Oui. Mais je souhaiterais que mon pays gagne. C'est ce qu'on retient. On retient ça. Mais ça ne serait pas un malheur si le Congo gagnait. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Mais moi, je suis dans ces choses-là. Ouais. Je ne suis plus à l'étape des passions. C'est fini. Je suis devenu un senior maintenant. On ne se laisse plus aller dans des émotions comme ça pour avoir une crise cardiaque. À éviter absolument. Ah non, je ne regarderai même pas le match. Quand vous parlez de crise cardiaque, c'est en résonance avec le directeur général de la santé qu'on va recevoir tout à l'heure pour expliquer aux supporters comment ils doivent se comporter pour éviter les crises. Et justement, c'est intéressant parce que nous, on vous a invité, vous ne vous laissez pas aller à la passion, mais quand même, vous avez osé écrire votre passion d'une légende, Laurent Pokou, dans cet ouvrage à venir qui s'appelle Jusqu'au but. On en parlera parce qu'il faut qu'on commence à parler des héritiers quand même de Laurent Pokou, qui sont ceux-là qui veulent marcher dans les pas de Laurent Pokou. Et comment vous regardez le destin de ceux d'aujourd'hui quand vous avez appris, vous avez lu, vous écrivez sur Laurent Pokou? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent, j'allais dire, ensemble, identiques, quand vous ils savent même pas, de toute façon, ils ne savent même pas qui est Laurent Pokou. Ouais. Ils ne savent pas qui c'est. Je ne veux pas faire... Mais aujourd'hui, ils tapent sur un ballon. Je n'ai pas fait un jour au ministre de l'Assainissement
Il ne sait pas si lui-même sait qui est Laurent Pokou parce qu'il est trop jeune pour savoir qui est Laurent Pokou. Ouais. On a baptisé un stade du nom de Laurent Pokou. Ouais. Le ballon porte le nom de Pokou. Ouais. Aucune télévision ivoirienne ne parle de Pokou. Ben, nous, on en Aucun parle journal aujourd'hui. ne parle. Mais vous êtes une exception, vous savez. Vous ne savez pas que vous êtes exceptionnel. Vous l'êtes, vous. Aucun journal n'en parle. Aucun journaliste n'en parle. Mais alors, je Tibus, ne comprends pas. quelle différence cela aurait pu y être Moi, j'ai connu Laurent Pokou. si on maîtrisait qui était l'homme d'Asmara? Oui, oui, je l'ai connu, c'était un monsieur merveilleux. Ouais. Et bien, j'ai eu le privilège de voir un de ses matchs, un ou deux de ses matchs en Bretagne. J'avoue que je n'ai jamais vu jouer un Africain jouer du football comme le faisait Pokou. Ouais. Je l'appelle le prince du ballon. Il a eu tous les superlatifs, le duc de Bretagne, l'empereur Baoulé, L'empereur Baoulé. et tout cela. Un monsieur merveilleux. On a l'impression qu'il était fait pour le football. Le livre qui est sorti sur Laurent Pokou, qui s'appelle Laurent Pokou, un destin de foot, je vous dis, c'est moi qui l'ai écrit avec une amie qui s'appelle Isabelle Goli. Ouais. Un journaliste français nous a volé l'épreuve et il allait mettre le livre à son nom. Non. Mais c'était peu C'est ma une faute. vraie révélation. C'est ma faute, c'est moi qui lui ai donné l'épreuve. Pour qu'il aille se battre, nous trouver des financiers, on n'en trouvait pas en Côte d'Ivoire. Pendant des années, on a cherché. Ouais. Le petit blanc s'est présenté, c'est un breton. Il a connu Laurent Pokou, ça. la génération des fanatiques de Pokou. On lui a fait confiance, on lui a donné toutes les épreuves. Allez, il est parti. Il est allé sortir le bouquin en son nom. Et aujourd'hui, vous disparu. écrivez justement jusqu'au but. Oui, jusqu'au but pour témoigner un peu de ce merveilleux footballeur qui était, c'était un magicien du ballon. Quoi. Ouais. Il était élégant. Et puis il avait ses manières de jouer. Alors, quand il marque le but, il va dans le filet, il prend le ballon et puis il met sur les essais. Et puis souvent il déposer au milieu du terrain. Il dit à l'adversaire, venez, on va le prendre. Non, mais c'était joli, quoi. Zachary, vous Oui, réagissez à de je votre génération, réagis peut-être? parce que nous avons, il faut signaler que dans la délégation, il y a au moins 3000 Congolais qui sont arrivés, Ouais. qui sont ici. Dans cette délégation-là, il y a les anciens léopards. Ceux qui ont eu Qui ont gagné la la CAN coupe, en 68, en Ah 74, oui, et qui ont été à la Coupe du Monde. Et qui ont connu Pokou. Oui, qui ont connu justement. Il y a Kibonge qui est là. Il y a Kibonge, ils sont nombreux. Ils sont au moins toutes les générations de ces champions. Ils sont ici en Côte d'Ivoire. On a Kibonge, c'est pensé un qu'il vieux de était la vieille. de bon aloi de prendre tous ces gens-là qui sont encore en vie. Il en reste Bien peut-être sûr. 4 ou 5. Ah oui, c'est bien. Et on les amène forcément d'autres sur qui sont des chaises Marcher roulantes ou des sur des béquilles, béquilles. Mais ils sont à Abidjan depuis 3 semaines. Et ils encadrent leurs arrière-petits-enfants. Oui, ça. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On leur montre des vieux films, ils voient un peu comment ils ont joué. Et puis, on n'oublie pas Ndaye Mutumbula, qu'on Bien n'arrive pas à sûr. égaler Bien sûr, jusqu'à bien ce jour. Donc, c'est aussi, Oui, oui. c'est aussi Il un était le espoir pour premier à l'Africain. avoir dépassé en réalité le score de Pokou. Mais Ndaye il avait dépassé Pokou, mais à l'issue de 3 finales. C'est ça. La première finale, ils avaient fait match nul. Deuxièmement, match nul. Troisièmement, match nul. C'est-à-dire qu'il a joué plus de matchs Il y a Kibonge que Pokou qui est ici, la pour génération de réaliser Pokou. cette performance. Ouais. Pokou en a fait moins, il a réalisé la Ouais, tête justement. Mais pour lui, c'était plutôt l'élégance. L'élégance, dans- la dans- finesse, sur le terrain, la voilà. finesse, Alors, la finesse dans le jeu. à vous entendre parler comme ça, c'est vrai qu'on a un public très jeune. Il faut leur rappeler que le football n'a pas commencé avec Didier Ah non. Drogba. hein. Ça a commencé quand même avec tous ceux bien dont sûr. on cite les noms. Vous entendez tout cela. C'est ça l'histoire du football africain. Si vous voyez toute la passion qui vous habite aujourd'hui, c'est parce que cette passion a habité vos devanciers. Et là, nous, on est très contents d'en parler ce soir. On reviendra sans doute sur votre bouquin, mais parlons un peu de cette histoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Zachary, vous qui arrivez, Ouais. vous avez suivi quand même ce qui est arrivé à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et vous la voyez aujourd'hui en demi-finale. Comment vous analysez l'état Mais d'esprit d'une telle équipe? J'avoue que c'est une surprise aussi, il faut le dire, il faut le reconnaître, vu la prestation, le problème. On a parlé des réactions ici par Élysée. Effectivement, l'équipe était beaucoup plus dans une position des réactions. C'est ça. Donc c'est comme si elle attendait qu'on puisse avoir un peu de l'ascendant sur elle avant de réagir, jusqu'à ce que, il faut dire quand même que c'était les Sud-Africains, je pense, qui ont, en battant la manière dont l'équipe s'est qualifiée pour... C'est le Maroc. Le Maroc, sur le Maroc. en battant la Zambie, Ouais, c'est ça. nous on n'a pas compris, on a vu les Ivoiriens. Ouais. Parce que ils étaient... le fait que le Maroc ait battu la Zambie... Ça a écarté donc, un troisième ça a écarté potentiel un troisième, troisième. justement. Donc je pense que il faut leur dire
s'ils font... Non, chers Ivoiriens, si vous faites la même erreur... Oui, mais cela avec dit, le Maroc est un pays ami. Hein. On a le droit d'avoir nos amis. Mais vous avez un frère siamois, c'est le RDC, vous ne voyez pas. Tout à l'heure, quand je vous ai vu, je dis, mais j'ai déjà vu ce monsieur. C'est comme si je l'ai rencontré dans la rue, mais c'est effectivement... Mais en même temps, on est frères siamois, mais chacun mange pour lui aussi. Hein. Même les frères, chacun a sa bouche. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est que là, on dit bravo, la Côte d'Ivoire a déjà gagné avec une belle organisation, un accueil chaleureux. Depuis l'aéroport, on sent qu'il y a des jeunes qui se sont mis pour que le pays vive, qui a pu montrer qu'il y a moyen de montrer une autre façade de la jeunesse africaine. Mais laissez qu'il y ait la coupe à Kinshasa, quand même. À propos de la coupe à Kinshasa, on va revenir là-dessus. Je pense que c'est un lourd débat, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà bien fait les choses, vous avez déjà gagné dans l'organisation. C'est pas grave. Oui, mais pourquoi vous voulez prendre la coupe pour Kinshasa? On vous laisse les deux doyens déterminer. On leur a dit que c'est notre canne. Nous prendrons la coupe, c'est notre canne. C'est cela. Nous l'aurons. Ce serait trop prendre. Je ne suis pas un prophète, mais je sais que la Côte d'Ivoire prendra. Nous, on va prendre deux personnes. On va amener deux choses. La coupe et le général Makosso. Camille Makosso. On part avec Camille Makosso. Le pasteur, là. On part avec le pasteur. On l'amène à Kinshasa. Oui, prenez-le, envoyez-le à Kinshasa. Les Ivoiriens peuvent vous assurer d'une chose. La coupe, il ne faut pas rêver. Mais notre frère, le pasteur Makosso, on peut vous le prêter. Le temps d'aller évangéliser. Et puis il revient ici. Ici, c'est chez lui. Il va leur apporter la lumière en RDC. On l'aime beaucoup au Congo. Revenons effectivement à ce qui va se passer aussi à la conférence de presse de Faye Mers et également de ce qui s'est passé du côté de nos frères congolais. On sait bien, Marius, qu'on a des personnes clés qui ne seront pas de ce match-là. Oui, en effet, il y a eu énormément de suspensions du côté de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et pas des éléments ordinaires. C'est véritablement des pions essentiels. On a Kosonou, Aurier, Diakité. Aurier, et Kwame. Kwame, c'est des pions essentiels du dispositif de Faye Mers. Et nous sommes fortement handicapés. Mais écoutez, l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est 27 joueurs et tous des professionnels. Et il faut dire que l'absence de un n'annule en rien la qualité de celui qui viendra. C'est même une motivation d'ailleurs. Ah, bien entendu. Et donc, si vous avez fait même le constat, durant nos derniers matchs, nos deux précédents matchs, nous avons eu des difficultés pour entamer le match dès les premières minutes. Et Baba Bassoué, je suis arrivé, a pu donc le démontrer. N'empêche que pour ce match-là, Faye Mers a mis l'accent justement sur l'entame de la compétition. Il faut tout de suite rentrer dans le match, il faut tout de suite scorer et éviter de rester toujours dans la réaction. Il faut tout de suite scorer. Vous avez parlé de Faye Mers. Je vais me tourner vers vous pour parler justement du sélectionneur Sébastien Desabres. C'est quelqu'un qui a officié ici en Côte d'Ivoire il y a une dizaine d'années. Donc, est-ce que vous vous dites, dans l'analyse en tant que journaliste, à la SEC, pardon, en tant que journaliste sportif, vous vous dites, il connaît quand même le mental ivoirien, il connaît quand même la culture footballistique. C'est très important et on a vu qu'il a réussi à nous donner pas une sélection mais une équipe. Voilà. La RDC aujourd'hui peut prétendre dire qu'elle a une équipe. C'est-à-dire les égos des joueurs ont été maîtrisés, stabilisés. Donc ici, ils viennent en équipe. Et on sent la collaboration sur le terrain. Ce n'est pas comme c'était avant, des sélections, chacun se prenait pour le meilleur. Et il ne voulait pas donner des passes, c'était une équipe des stars. Mais là, Sébastien nous a aidés énormément. Et c'est voilà encore un autre avantage que nous avons, parce qu'il connaît bien la mentalité, il connaît bien la façon de faire. Et je crois que le tempérament aussi. Et sûrement, il a beaucoup visionné aussi les matchs ivoiriens. C'est une raison de plus pour nous d'être qualifiés demain. Dis donc. Alors, Élisée Boloube, lorsqu'on a un des arbres qui a connu la Côte d'Ivoire, qui a officié à la SEC Mimosa, est-ce qu'on se dit, attention, il nous connaît, il connaît le mindset ivoirien. Est-ce que ça pourrait jouer notre défaveur, Élisée Boloube? Même les Ivoiriens aujourd'hui, ils ne peuvent pas définir leur mindset. Hein. Parce que quand vous comparez la réaction des Ivoiriens il y a quelques mois ou quelques années en arrière, est-ce qu'on est en train de vivre dans cette canne? On est tout en train de faire un 360 degrés là. Parce qu'avant la Côte d'Ivoire, vous marquez un but à un moment de la compétition. Le match est plié. Voilà, ou quand l'équipe marque, dans les minutes qui suivent, vous allez assister à l'égalisation. Mais ce qu'on vient de vivre pendant ces quelques jours montre véritablement qu'on est en train de rentrer dans un nouveau cycle. Et ça, sur cette base-là, je crois que c'est des acquis
sur lesquels les jeunes gens voudront forcément capitaliser. C'est vrai, on a en face une équipe de RDC qui est une très belle équipe. Comme il a dit, effectivement, c'est l'un des éléments essentiels aujourd'hui de la RDC. C'est qu'ils sont arrivés à créer une véritable équipe. Voilà. Le collectif, la RDC, la force aujourd'hui, c'est le collectif. Vous ne pouvez pas, dans ce collectif-là, sortir un pour dire que non, il surnage au-dessus du lot. Non. Tout le monde est au moins au niveau de la moyenne ou juste au-dessus de la moyenne. Avec le calme de notre capitaine. Exactement. Donc là, quand tu regardes Wissa, quand tu regardes Méchac, quand tu regardes Piquel, des jeunes gens vraiment sortis de je ne sais où, sortis de je ne sais où, mais qui aujourd'hui sont en train de faire une très belle compétition. Donc c'est une équipe, pour moi, qu'il faut prendre très au sérieux. Et je pense que Faye MS en est très conscient. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il est évident que les éléphants ne peuvent plus se permettre, comme je l'ai dit, d'être dans la réaction. Il faut à un certain moment passer maintenant au jeu, poser le jeu et puis vraiment le faire. Excusez-moi, sans être fouteux. Oui, sans être fouteux, non, on va pas, vous en faites pas, on va pas être dans l'analyse du foot avec vous. On va plutôt dans l'analyse d'un moment d'histoire, parce que vous êtes écrivain, vous êtes un observateur de la société. Qu'est-ce qu'il y a d'historique dans ce que nous sommes en train de vivre à travers l'organisation de cette coupe? On va revenir sur beaucoup, hein, vous en faites pas. Mais quand vous analysez aujourd'hui, vous êtes témoin de ce qui se passe. On connaît l'histoire de nos anciens. Mais qu'est-ce que l'histoire qui est en train de s'écrire là sous vos yeux, quelle histoire va rester finalement quand vous regardez les choses comme ça? Je crois qu'il a dit, hein, c'est cette forte mobilisation. Même nous autres qui avons décidé d'être détachés de ça, on n'arrive pas à être détachés. En réalité, parce que tout à l'heure quand vous parliez... On n'arrive pas. Et je suis sûr que je serais certainement malheureux si on perdait, mais comme je suis convaincu qu'on ne perdra pas, bon, donc... Vous l'avez dit, hein, oui, il y a toute cette infrastructure. L'engouement dans le monde entier, l'événement le plus suivi, c'est la CAN. Il y a aussi tous ces mots d'ordre qu'on donne à la population. Nous sommes un pays d'accueil, accueillons bien les gens, pas de problème, pas de scandale. Ce pays revient de loin. On revient de loin, ça c'est le niveau appréciation globale du foot. Revenons sur, de l'organisation, j'allais dire, de la compétition. Voilà, donc là, moi, je veux quand même vous aussi attirer votre attention, connaître votre avis sur l'histoire même des joueurs, Faye et Mers, ceux qui écrivent l'histoire, comme Pokou l'a écrite hier. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de naître et qui va intéresser l'écrivain dans le comportement des uns et des autres? Oui, disons que cette CAN se caractérise par une forte implication du culturel dans le football. Vous avez vu par exemple la cérémonie d'ouverture. Elle a été fortement marquée par la forte empreinte de notre ministre de la Culture qui était au Faux Moulin, qui s'y engagé pleinement. Vous avez vu toute la féerie chromatique, les couleurs qui étaient dégagées dans les tissus qui ont été exposés. Mais ça, c'est la marque françoise de remarque. Vous voyez mais comment elle s'habille, les pagnes africains, les pagnes ivoiriens, avec ces couleurs chaudes. Elle a projeté ça dans cette cérémonie d'ouverture qui était très, très belle. Les jeunes gens ont parfaitement tenu les promesses. Elle n'a pris aucun musicien de la vieille garde. Écoutez, ils sont très, très bons. Hein. Baspinto est encore là, très, très bon. Kiki Kasseri est là. Alpha Blondy, on va les revoir d'ici la fin. Mais oui, non, elle a misé sur la nouvelle génération et cette nouvelle génération a très, très bien réagi. Donc, pour moi, l'élément historique, c'est vraiment cette forte implication de la culture dans le sport. Ok, en tous les cas, une chose est sûre, ce qu'on remarque et on retient, c'est que l'histoire de cette Coupe d'Afrique est une histoire vraiment qui sera marquée dans l'histoire globale de la Côte d'Ivoire. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, j'ai voulu plutôt qu'on revienne certainement sur le livre de... Voilà, le livre de... Oui, excusez-moi, monsieur. Oui, les grands moments, les moments de grandes émotions aussi font partie des faits historiques. C'est la première fois de notre histoire que nous vivons des rencontres de football avec tant d'angoisse, tant d'incertitude, tant d'émotions. Cette égalisation à la dernière minute, ce coup de patte magique à la 120e minute et qui complètement lamine les Maliens qui ne comprenaient rien. Ils se réfugient derrière des propos purement saugrenus. La bite a fait combine, mais c'est la bite qui a fait combine et puis vous avez loupé le pénalty. C'est la
qui vous empêchait d'empêcher le jeune de marquer le but. C'est l'arbitre qui nous a permis de marquer ce but égalisateur. En plus, même l'arbitre nous a réduit à 10 contre 11. Pour une fois, j'ai regardé un peu ce match, mon Dieu. Donc, il y a ces éléments-là. Donc, comment est-ce qu'un peuple... Oui. Je me suis dit que lorsqu'un peuple est mobilisé et qu'il injecte dans sa passion toutes ses émotions, ça donne les résultats qu'on a vus. Ça donne ces résultats-là. Tout et ce peuple évidemment, était mobilisé pour que nous gagnions ce match. On ne pouvait pas ne pas gagner ce match. très Et bien. la mobilisation, justement, André, qu'on a vue à Bouaké, elle est sollicitée Bien pour sûr. Ebimpe Pour demain. Ebimpe, oh là là. Est-ce que, justement, parce que quand le traumatisme vécu par le public, c'est de ça qu'elle Ebimpe, parle, ouais. à Ebimpe, est-ce que vous pensez que ce peuple-là va se baser sur la remotivation même des joueurs pour revenir dans l'enceinte d'Ebimpe? Comment vous voyez ça, le retour? Non, mais moi, la lecture que je fais, c'est qu'effectivement, il y aura un engouement. J'ai d'ailleurs suivi, avant cette émission, j'ai un responsable de la COCAN qui venait pour expliquer par rapport à l'accès au stade, pour ceux qui n'ont pas de consigne en ces concepts, ceux qui n'ont pas de passe, qui ne viennent pas, et puis qui ont des voies dédiées, ainsi de suite. On sent que même le gouvernement sent qu'il y a un engouement, parce qu'il y a même ceux qui n'ont pas de ticket, ou veulent venir au stade absolument, alors qu'on leur dit ne venez pas si vous n'avez pas les tickets, parce que les tickets, c'est le nombre de personnes qui doivent être au stade. Donc c'est comme si, autour de 55 000 personnes. voilà, donc c'est comme si toute la Côte d'Ivoire voulait être demain au stade. Donc je pense que cet engouement-là est important, ça marque un revivement. Je rebondis sur ce que disait Élisée tout à l'heure, les deux d'ailleurs, sur l'engouement. En fait, c'est toute l'Afrique qui est en train de changer, parce que même les grandes nations qui sont venues avec beaucoup de prétentions, sont rentrés avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup C'est la quête de d'humiliation l'humilité. même. Ouais. Beaucoup d'humiliation et devront changer. Parce que ce soit l'Égypte ou en tout cas nos frères de Maghreb, le Sénégal, ils ont vu que non, il faut qu'ils changent de méthode et de procédé. Et je crois que les années à venir, la CAN que nous allons connaître en 2026 ou en 2025 25, ouais, sera au Maroc. absolument autre chose qu'avec le départ qui a été donné en Côte d'Ivoire à tout point de vue. Pour vous, Tibius Kofi, le visage du football est en train de changer complètement, en même temps que le visage des États. Est-ce que ce qu'on observe là? En Afrique, je veux dire. Je ne peux pas faire cette analyse parce que je ne suis pas l'actualité footballistique. Mais là, vous Il est écrivez sur détaché, beaucoup. en fait. Avec Oui, votre mais ami, parce que c'est- j'ai des rapports particuliers avec Laurent Pocou. Très bien. Je l'ai connu, Ouais. il a été mon ami. Même lorsqu'on faisait son jubilé, les anciens footballeurs faisaient son jubilé, c'est moi qui donnais le coup d'envoi. Il m'a appelé pour aller donner le coup d'envoi. J'ai encore des photos. Laurent et moi, Non, c'est... J'allais juste ajouter Zachary, pour dire le nombre de managers, d'agents sportifs qu'il y a à Abidjan. Et ce nombre-là, on va le ressentir dans les ça. compétitions Bien européennes. Ils sont venus puiser, ils sont venus voir les talents. Même pour les équipes qui sont parties, on est venu voir à Abidjan parce que là, on sent que même le football mondial change. Comment ça, Abidjan? Cette canne-là donne la capacité de voir qu'il y a des nations qui se préparaient tout doucement dans le secret et qui ont explosé Exactement. et qui ont fait rentrer les grandes nations. Ça a été quoi pour vous le secret de ces pays-là? On a le Cap-Vert, on a même Le Cap-Vert. le Cap-Vert par exemple, on a la Mauritanie, Ouais. on a même la RDC, pourquoi pas? Oui, mais alors en fait- selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'est effectivement ce que j'ai dit par rapport à la RDC, c'est que nous avons, depuis tout ce temps, depuis 40 ans, parce que c'est pas plus, Ouais. la RDC, non, 50 On ans, n'a plus depuis gagné. 74. Ouais, depuis 74. En ouais. 1914, nous avons gagné deux CHAN. Mais la CAN, c'est la dernière, c'était en 1974. Ouais, ouais, Donc, ouais. ça fait 50 ans jour pour jour. Donc vous voyez que 2 siècles, pratiquement, si on prend 25 ans, il y a des jeunes qui arrivent avec une nouvelle idée, avec une équipe. Parce que si on regarde la CAN de 1968 ou 1974, on avait une équipe. C'est ça. Il y avait des équipes de gens qui habitaient le même quartier et pas de professionnels qui venaient de l'étranger. On avait oui, quand même quelques-uns venaient de l'étranger, mais on avait des jeunes gens du quartier qui jouaient au foot dans des quartiers qui sont allés jusqu'en finale parce qu'ils continuaient à jouer jusque tard dans la soirée, après les entraînements. Donc, c'est ce qu'on remarque maintenant. Le football mondial a changé, prend un tournant décisif avec des joueurs asiatiques et africains qui vont sûrement marquer le football mondial des On années va à venir. revenir à vous. Parlons maintenant de ce bouquin de Pocou. Parce qu'il faut bien sûr en parler. Oui, bien sûr. On semble, nous, journalistes et certains amoureux du sport, on a le sentiment qu'on connaît Laurent Pocou. Qu'est-ce que cet ouvrage va nous révéler de Laurent Pocou, qu'on semble oublier alors qu'on devrait continuer de Peut-être que c'est vous qui savez qui est Pocou.
Ouais. Mais les jeunes gens de 30 à 40 La ans, nouvelle ils savent. génération. La nouvelle génération ne sait pas qui c'est. Très bien. Et tu suis qu'au Qu'est-ce qu'on peut leur dire là? national, Ouais. vous pouvez voir des joueurs qui ne savent pas. Vous savez, allez-y sur Google, tapez les buts de Laurent Pocou. Il y a ces buts merveilleux, je me rappelle, une bicyclette qu'il fait à Rennes, je crois que c'était face à Lorient ou Lyon, je crois, et il marque le but. Et 40 ans plus tard, je vois le même but marqué par Ronaldinho, comment ça s'appelle? Ronaldo. Ça fait le tour du monde. On dit c'est le but du siècle. Mais pourquoi Faye ça veut dire 40 ans Mais plus tôt? justement, là où je m'inquiète Mais les gens un ne peu, savent pas. Tiburce, Oui. là où je m'inquiète un peu, c'est que vous êtes sachant et vous êtes celui-là qui avait écrit sur Pocou. Oui. Comment faire pour que cette génération, nous, notre génération, la génération de ces jeunes joueurs-là, puisse étudier, parce que je pense qu'il faut l'étudier, étudier Pocou? Quelle est votre responsabilité dans Ah non, dans je ne cela? suis pas responsable de ces choses-là. Je ne suis pas ministre des Sports. Vous êtes responsable de Je ne quoi, suis alors, pas responsable finalement sportif. Mais vous avez écrit sur Oui, lui. oui, oui. Lui, il est dans le faire savoir. Je le par fais exemple. par réaction, Dans le faire savoir. par réaction Ouais. d'écrivain. Je ne peux pas comprendre qu'on veuille rendre hommage à quelqu'un et qu'on passe la personne dans l'anonymat. Ce n'est pas possible. Non, mais on peut pas. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas un peu. Votre jugement n'est pas finalement, j'allais dire, un peu trop lié à l'émotion que Mais vous bien avez sûr, vis-à-vis de mais Pocou? je l'ai Sachant pas que non, caché. je le dis parce qu'on est dans une période où le ballon de la compétition s'appelle Pocou. Beaucoup. Un stade s'appelle Porte son nom. Pocou. On parle encore de Pocou parce qu'il reste malgré tout le recordman sur deux compétitions. Mais ceux qui voient ça, ne savent Donc, pas qui c'est. Non, mais- Les joueurs eux-mêmes ne savent pas Donc, qui c'est. est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur dans le jugement du fait qu'on ait oublié Pocou dans cette Coupe d'Afrique? Oh, non, vous savez, Depuis Élysée. les stars comme celles-là sont immortels. Il y aura toujours une élite qui saura qui est Pocou. Il y en aura toujours. Tout comme au Mali, il y a une élite qui saura qui a été Salou Keïta. Oh, personne ne peut oublier ça, Salou Keïta. Bon, moi, j'en parlais comme ça parce que je me suis dit, est-ce que sur le plan psychologique, il n'aurait pas été bon qu'on passe les buts de Pocou à la télévision pour influencer l'adversaire? Cette proposition Psychologiquement, devrait c'était venir de intéressant quelqu'un, de par montrer exemple. ça, pour que les enfants voient C'est qui cela. était leur Pocou, ce qu'ils faisaient. Permets-moi, au défense Christelle, adverse. non, quand vous faites cette proposition, c'est un débat qu'on a depuis avec pas mal de jeunes qui disent non, on ne nous a pas sollicité, on ne nous a pas fait Exactement. ça. Mais Tiburce Kofi, vous êtes une éminence de ce pays, vous êtes une voix qui compte. Pourquoi vous n'avez pas fait la proposition? Enfin, si vous Exactement, appelez justement. Fabrice Saoignon ou Alseni ou Ange Guéhi de toutes ces chaînes de télé, quand même, je pense qu'on peut vous écouter. Vous Je attendiez pensais qu'on que vous ça- appelle? Je pensais que ça allait faire. C'est de manière fortuite que j'ai écrit ce livre. Ouais. J'étais à un salon du livre pour enfants avec Ouais. Madame la ministre de la Culture et puis Madame Amouakon, qui est directrice de le PDG des éditions. Des éditions JCDA. Burnier. Et puis il y avait Ange JCDA, Dakouri, pardon. qui est le cousin de Pocou. J'ai dit, mais j'ai appris que, que cette canne est placée sous le signe d'un hommage direct ou indirect à Laurent Pocou. Mais vous ne faites rien sur Pocou. Ouais. Et puis Mme Wakon dit, mais bon, il n'y a rien. Est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose? Il dit, il n'y a pas de problème, je connais Laurent, je peux faire quelque chose. Ouais. Donc c'est de manière fortuite. Ouais. J'étais allé pour ça par hasard à une cérémonie. J'ai rencontré son cousin par hasard. J'ai rencontré par hasard Mme Wakon. Comme c'est que j'écris rapidement, elle dit, écoute, tu as 10 jours devant toi, boucle-nous quelque chose, on va sortir. à côté de Et ces effectivement, livres, j'étais Formidable, quand même. j'étais dans le timing. À côté de Disons, ce et puis, livre-là, Tiburce, formidable, est-ce c'est qu'il ça. ne faut pas justement monter une équipe pour faire sortir les documentaires et les passer? On a encore quelques temps avant dimanche, hein, des images de ces buts-là, de Ouais. ce fameux retourné, les montrer aux jeunes pour qu'ils sachent. Mais qui est tapez Pocou. sur Google les buts de Pocou, vous allez voir des buts merveilleux. Très bien. Ce que les gens font aujourd'hui, Pocou faisait à 40 ans. Et on me dit que c'est le but du siècle. Mais donc Pocou a fait quoi donc? Oh my Moi, je God. comprends pas. Ben, une chose est Et puis, sûre. enfin, vous êtes journaliste, mais commencez à faire ce travail. D'accord, non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Une chose Moi, est sûre. je suis un poète. La presse, ouais, on est d'accord. Chacun va jouer son rôle. La presse, que ce soit les médias, donc presse audiovisuelle comme presse écrite, chacun va essayer de jouer son rôle, de faire son petit quelque chose pour démontrer que Laurent Pocou reste quand même une icône à ne pas oublier dans Cela dit, l'histoire du il faut football rendre quand même africain. hommage à tous ces décideurs, hein, le gouvernement ivoirien, les hommes politiques, la COCAN, qui a songé quand même à rendre hommage à ces grandes icônes. Ah, quand même. C'est la presse qui n'a pas suivi. Exact. Dans la mesure où l'État a décidé, si l'État vous n'a pas vous les journalistes, Très mais bien. qui c'est ce monsieur? Qu'est-ce qu'on fait?
Ce monsieur est mort sans un documentaire en Côte d'Ivoire. Mais on n'est pas trop tard. C'est Hein. pas possible. On va y penser. Ça, c'est votre boulot, c'est pas le mien. Ça, Oui, c'est non, clair. c'est bon d'avoir ouvert la porte en tout Ouais. cas. Voilà. Ça, Très c'est bon. clair. Je pense que c'est une excellente proposition et tous les autres journalistes qui sont aussi des historiens. Mais qui c'est valable racontent pour tous vont nos le grands faire. joueurs. Ben Badi, Ouais. c'est pas normal qu'il n'ait pas de documentaire sur Ben Badi. C'est pas normal qu'il n'ait pas de documentaire sur Didier Drogba. Oui. C'est pas Sur normal. Manglé Eustache, par exemple, Manglé Eustache. Mais ils ne savent même pas qui est Eustache Manglé. Ouais. Donc, mettez-vous au travail, faites ce Zagoli boulot-là. Goulier. Très bien. par C'est exemple. c'est Non, retenu. Zagoli encore, bon, on On peut va- l'ignorer. Ah ben, c'est Non, un non, joueur. on peut l'ignorer, Non, mais on peut pas c'est une l'ignorer. génération qui est loin de beaucoup, mais on peut pas l'ignorer. Vous êtes un peu provocateur. Merci en tout cas de nous dire tout ce que vous nous dites. On passe un bon moment de télé avec quand même des journalistes, écrivains de haute portée, de haute volée. Nous allons recevoir un journaliste qui, enfin, il espère être comme eux d'ici quelques années. C'est Gérard Tolman qui va nous rejoindre pour tout de suite maintenant la rubrique qu'on lui propose, enfin, ou du moins qu'il nous propose. Non, vous restez là, le 6 minutes sport, avec Gérard Tolman qui nous rejoint. Non, non, vous restez là. Vous restez. Bonsoir Gérard et bienvenue. Bonsoir Christelle. Vous allez Bonsoir bien? André, oui, ça va très bien. Très bien, alors on part directement pour le 6 minutes sport. Gérard, vous êtes là pour le 6 minutes sport et pour parler de la demi-finale ou des demi-finales à venir. Mais il y avait une alerte sur C'est ça. Victor Osimhen. Qu'est-ce qu'on en sait à Une propos de véritable ce- alerte sur Victor Osimhen qui a une gêne au niveau de l'abdomen. Et du coup, alors que toute l'équipe, sinon toute la délégation nigériane s'est déplacée du côté de Bouaké où elle doit être face justement à l'Afrique du Sud, lui est resté ici à Abidjan dans un premier temps. Voilà, parce que Il fallait surveiller sa situation. surveiller aussi son état. C'était très important. Vous savez le rôle qu'il joue, le ballon d'or africain. Donc là, aux dernières nouvelles, il aurait rallié Bouaké parce que tout, maintenant ça va, il est à 100% de sa Très forme. bien. Il peut donc être en face de la défense sud-africaine. Et regardons du côté du Cameroun, de la belle famille, le continent. Tiens, le voilà. continent. Eto Fils qui a présenté sa démission, qui finalement, enfin, on a assisté à un petit film. on C'est peut en savoir vrai, c'est vrai. davantage. Bon, allez, au départ, on a cru que c'était juste une petite rumeur comme ça qui avait été alimentée pour faire parler. Mais non, il n'en est absolument rien. C'est sourcé, effectivement. Hier, lundi, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football s'est réuni. C'était une réunion de crise. Voilà, aussi pour faire le bilan de la CAN. On sait que ça a été un fiasco pour le Cameroun parce que Eto'o, comme d'habitude, est très ambitieux. Il espérait que les Lions indomptables du Cameroun auraient, pourquoi pas, le trophée ici en Côte d'Ivoire. Que non, que nenni. Eh bien, il a déposé, lui, sa démission pour cette réunion-là. Les membres du comité exécutif ne l'ont pas accepté. Ils ont plutôt dit, Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes gentil, mais vous feriez mieux de rester en place et de toujours travailler au développement du football ici au Cameroun et de terminer puis, ce que vous avez commencé. Et puis du côté du Maroc, voilà, Regragui reste en place. Ouais, tout à fait. À la différence de certains coachs auxquels a été fatal justement l'après-Cannes, sinon l'avant-Cannes, sinon le milieu de Cannes, ça dépend. L'ami Walid Regragui reste en place. Lui qui avait dit, on s'en souvient, que s'il ne parvenait pas à aller dans le dernier carré de cette Cannes-là, il démissionnerait de lui-même. Eh bien, son président Fouzi Lekja l'a fait empiler. Voilà, et donc, il est là, surtout qu'il y a des échéances qui arrivent. Il y a déjà la suite des éliminatoires du mondial. Et puis, sans compter aussi, bien évidemment, la Cannes 2025 qui est prévue se tenir au royaume chérifien au Maroc. Bon, là-dessus, il y a eu quelques petits couacs de calendrier avec la FIFA, dit-on. Bon, c'est encore quelque chose qu'on va surveiller de très près. Voilà donc pour le 6 minutes sport de façon globale. Aujourd'hui, à la veille de cette importantissime Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, je vois M. Baba Bassou et je me dis, tiens, c'est bien apprêté ce monsieur. Mais par Alors, contre, c'est fini donc pour le... Eto'o est vraiment, Ouais. comme on dit ici, les garçons. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que, voilà, face aux responsabilités, nous sommes dans la culture des résultats. C'est ça. Donc, je démissionne. je démissionne parce C'est que ça. je n'ai pas atteint mon objectif, je démissionne. fait. Quitte à vous de l'accepter ou pas. Et là, Si nous, les Là, il a été politiciens, pouvaient reconduit, suivre. voilà. Si, bon, là, il nous envoie ailleurs. Nous, on va fermer la porte pour le 6 minutes sport, mais on reste là. À tout de suite. Alors,
Alors les amis, essayons de regarder un peu le point des confrontations entre les deux équipes. Que nous dit l'histoire? Jusqu'à présent, l'histoire a été de notre côté. Hein. Tiens, côté Mali, ça a marché bien pour nous. Sénégal, ça a bien marché. Ça a bien marché. Regardons Mali, un peu... est-ce qu'en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous savez, est-ce que vous avez souvenance justement de ces confrontations? Il y a deux qui m'ont marqué, hein, celle de 2017 et celle de 2015. Ouais, et donc ça reste deux équipes qui ont une histoire assez serrée en matière de score. Oui, en matière de score, cette histoire-là, et bon, on veut que cette fois-ci, un peu que les choses puissent se passer bien. La Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe, c'est une grande nation de football. Et je crois que même si les jeunes ne connaissent pas beaucoup, mais ils tirent quand même leur quintessence en football de toutes ces icônes-là. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que, comme on a dit ici, tout au long de cette émission, que c'est un revirement qui se fait en football. C'est une nouvelle ère qui démarre avec cette CAN ici en Côte d'Ivoire. Voyons voir demain, au-delà du score qu'il y aura, au-delà du résultat, nous avons assisté depuis le début à un très beau spectacle. Quand on regarde par exemple ce qu'a été la Coupe du Monde au Qatar, on a senti que c'était fade, il y avait des matchs où il n'y avait pas d'action, où il n'y avait pas des revirements, des retournements. Mais ici, pour nous, nous avons un match qui a commencé la veille, qui s'est terminé le lendemain. Vu de l'horaire du Congo, à l'est de la République, il faut compter que ceux qui sont à Lubumbashi, ils ont 2 heures de plus qu'Abidjan. Donc les gens sont restés jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin en train de suivre les prolongations. Donc c'est quelque chose d'original et qu'on n'a jamais vu avant dans l'endurance de joueurs. Donc pour nous, oui, nous sommes prêts à affronter l'histoire. Élisée Boloubeuch. Les confrontations. Les confrontations. Ben oui, moi j'ai souvenance de deux, comme André, deux qui restent énigmatiques, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a celui de 2015, où nous, en demi-finale d'ailleurs, encore demain c'est demi-finale, où nous avons emporté 3-1 avec ce missile de Yaya Touré qui reste dans la mémoire. Voilà, et puis il y a celui de 2017, 2 ans après, où nous avons fait match nul, 2-2, mais qui a suffi pour éliminer la Côte d'Ivoire dans la phase des poules. Je pense que sur le plan psychologique, en tenant compte un peu du passé, la Côte d'Ivoire va un peu avec les faveurs des pronostics. Mais comme je le disais, et MS Faye, je pense en être suffisamment conscient, la RDC nous a montré qu'elle reste une équipe vraiment homogène, qui ne se satisfait pas des individualités, mais qui crée vraiment le jeu. Absolument. Et ça, il faut en tenir compte. Gérard, la différence pourrait venir d'où, côté Côte d'Ivoire? C'est très très serré hein, quand on regarde en tout cas les statistiques. Par exemple, l'équipe de Côte d'Ivoire, si on prend la défense de la Côte d'Ivoire a encaissé 5 buts, son attaque en a marqué 4. La défense de la République démocratique du Congo en a encaissé 4 buts pour marquer 5. Donc c'est dire que vraiment c'est très très serré. Puis dans le jeu, ça se voit un tout petit peu. L'équipe de la RDC est une équipe qui joue crânement ses chances jusqu'au bout du bout, ainsi que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle, a joué 2 prolongations, soit au-delà de 120 minutes. La République démocratique du Congo en a joué une seule contre l'Égypte. C'est dire que ça se vaut. Donc demain, ça va se jouer dans les premiers instants de la rencontre. Absolument. Très bien. Pour finir avec vous, cette séquence-là, parce qu'on va vous dire au revoir, Tibios Kofi. C'est à quel moment qu'on sollicite l'esprit de Pokou pour accompagner nos éléphants? Est-ce que ça existe ça? Parce qu'à un moment, on peut le faire, on peut appeler nos man et il en fait partie. À chaque étape, moi je pense qu'à chaque étape, parce qu'il s'est caractérisé par un fait, la défaite l'affectait. Il ne pouvait pas accepter la défaite. Au plus fort de l'action, quand l'équipe nationale est menée, Pokou prend la balle au milieu du terrain, il va finir 1, 2, 3, 4 défenseurs, et puis il va les marquer. Il était comme ça, c'était un combattant, c'était un chasseur de but. C'est vraiment un monsieur but. Donc à ce moment précis, je pense qu'il faudrait que nous pensions à ce que Laurent aurait fait dans telle circonstance, ce qu'il aurait pu faire pour que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier. Dommage que ces grands joueurs n'ont pas pu avoir une Coupe d'Afrique. Beaucoup, c'est un peu Drogba. Génie des buts. Ben Badi n'a pas pu avoir une Coupe d'Afrique. Drogba non plus, mais beaucoup non plus. Mais il reste des icônes irremplaçables. Franchement, on n'a pas encore lu le livre qui sera présenté dès la semaine, cette semaine, le 7, je crois. Vous avez dit non? C'est quand? C'est après-demain. Après-demain. Très bien. En tout cas, moi, je pense que la plus belle chose que vous avez pu nous dire à nos téléspectateurs et à nous-mêmes, c'est cet esprit de Pokou, la façon dont il pensait l'équipe, la Côte d'Ivoire. Et on espère simplement que cela va guider nos jeunes enfants pour demain. En tout cas, merci à vous. Vous m'avez demandé si je pense que ces moments que nous vivons là-bas
influé sur le devenir de la Côte d'Ivoire? Ah oui, bien sûr. Moi, je ne crois pas. C'est des moments d'émotion. Bon, c'est un débat qu'on va ouvrir. Une fois qu'on a fini, c'est fini. C'est un On débat. va revenir à nos préoccupations essentielles. Très bien. Le prix du courant qui augmente, les quartiers précaires. Je suis d'accord avec vous. On va revenir à nos vraies préoccupations. C'est un débat qu'on ouvrira très prochainement avec les intellectuels. On n'ouvrira pas ce débat aujourd'hui. Par contre, on ouvrira la pause à tout à l'heure. Vous étiez à l'instant, mesdames, messieurs, avec Isabelle Vauvor, dans le cadre donc justement des actualités sur Live TV, 19h45, 20h donc du lundi au vendredi. Donc, elle se partage justement le plateau avec notre très chère Karel Dablé. Karel Dablé, voilà, Dablé, pardon. qui vous propose donc l'actualité. Nous, on prend le relais pour encore et toujours vous entretenir, vous parler des sujets donc d'intérêt pour vous. Et au cœur de ces sujets d'intérêt, il y a bien sûr ce que notre émission Coup de poing, il y a problème va vous proposer donc ce dimanche. On en parle avec vous, Christelle, juste avant de recevoir notre invité. Exactement. Écoutez, dans Il y a problème express, toujours les problèmes j'allais pas dire de déguerpissement, mais en tout cas, une vraie problématique se pose autour de ce 4e pont. Voilà. Un problème de société. C'est un problème de société et John Jay, sa team en parle dimanche. Mais un extrait pour vous et à tout de suite. Les habitants estiment qu'ils n'ont pas été associés. C'est un véritable discours de sourds. Un dialogue de sourds entre l'État de Côte d'Ivoire et les habitants. Alors que les dispositions sont prises pour qu'ils soient déguerpis, sans être dédommagés. That is the question. Nous avons donc décidé d'ouvrir une enquête. Et je voudrais vraiment que vous puissiez la suivre avec une attention particulière. Le 4e pont, œuvre gigantesque et titanesque, contraste avec la précarité sous ses grands piliers. Si les 50 000 habitants de Boribana sont encore là, c'est parce que l'opération de destruction prévue le 8 janvier 2024 a été reportée à une date ultérieure, un report comparable à un minuteur pour les habitants, car elle pourrait arriver à tout moment. Ce ne sera pas la première fois que ce sous-quartier de 21 hectares est menacé de destruction. Déjà au début des travaux du 4e pont d'Abidjan, le quartier a été amputé de 7 hectares. Les populations ont été relocalisées à Songon et dédommagées pour la plupart, même si certains attendent toujours la compensation du gouvernement. 80 à 90% de la population impactée par les projets ont été déjà dédommagés. Les 30 ou bien les 20% qui restent, nous avons demandé au PTOA de libérer ces personnes-là et puis ils peuvent venir enlever l'emprise. C'est tout. C'est aussi simple que ça. S'il y a eu des gens qui ont déjà eu, ces dernières personnes qui sont là, qui n'ont pas encore eu, ils auront fait un effort pour que tout le monde ait ces dédommagements et puis il n'y a plus de problème. Conscients du potentiel et du positionnement de Boribana, les responsables du quartier avaient eux-mêmes entrepris des démarches auprès des autorités municipales pour la restructuration du quartier en 2016. Et tout semblait pour le mieux, jusqu'à début janvier, quand les habitants des 15 hectares restants sont sommés de quitter le quartier pour la démolition prévue le lundi 8 janvier 2024. Une sommation mal vécue par ces derniers qui accusent le nouveau gouverneur du district d'Abidjan de vouloir les déloger sans autre forme de procès. Sur le même coin ici, ce qui est ressorti, qui sont venus, ils étaient venus samedi même pour casser tout le quartier. Mais comme ils ont remarqué que vraiment, il y a des immeubles, il y a des étages, vraiment, il y a trop de maisons, ils nous demandent de parler à la population de libérer avant le lundi. Voilà où il y a eu problème. Alors que Boribana respire après le report de leur déguerpissement, c'est le quartier Jesco à Yopougon qui est rasé dans la foulée le 26 janvier 2024, sans mise en demeure préalable. Ici encore, Sissi Bakongo est désigné comme l'instigateur de cette opération. Ils disent qu'ils s'en fichent des enfants qui vont à l'école. Maman dit elle a 3 ans, elle va à l'école, elle va plus à l'école. Ils ont cassé l'école. On a demandé à le monsieur de venir. Il dit que si vous venez casser maison là, non, on ne va pas sortir. Non, ils disent, toi, tu restes dedans et casse ça sur toi. Un déguerpissement sauvage qui provoque l'indignation chez les élus. Le maire de la commune, Adama Bictogo, qui l'exprime dans des propos explicites. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Dans les locaux de la mairie de Yopougon, Adama Bictogo, le maire Sissi Bakongo, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, se concertent afin d'aplanir les incompréhensions. En tant que maire,
j'ai ma responsabilité et tout engagé à trouver des solutions aux familles impactées. Et cela va être fait. Mais je voudrais donc aussi apprécier que le gouverneur se soit déplacé et ait accepté de venir rencontrer ces familles. Parce qu'il aurait pu, pas refuser, mais il aurait pu se contenter de dire « j'ai agi conformément au texte », mais tout développement s'accompagne du développement humain. Pertes en vies humaines auxquelles nous assistons, bêtement, je dis bien, les pertes en vies humaines auxquelles nous assistons par temps de pluie, du fait des inondations et des éboulements de terre, à Moussikro et dans bien d'autres quartiers, à Goubélé, et ainsi de suite. Mais nous pouvons les éviter, ce n'est pas une fatalité. Donc le président de la République m'a demandé de contribuer à faire en sorte de lutter contre le désordre urbain et l'insalubrité, comme je l'ai fait à Koumassi. De contribuer à renforcer l'assainissement, comme je l'ai fait à Koumassi. En attendant, que vont devenir ces milliers de personnes déguerpies du quartier Jesco? Le développement doit-il se faire au détriment de toutes considérations humaines? Seule la gestion des futurs déguerpissements nous le dira. À notre niveau, nous souhaitons vivement qu'un dialogue soit trouvé, qu'une solution à l'amiable soit trouvée, car un État qui est soucieux du bien-être de sa population doit l'associer dans toute initiative. Et j'espère que la population comprendra que c'est pour son bien-être que cette voie existe. Un pays en voie de développement est amené à être développé plus tard. Et pour ça, il va falloir que tout Ivoirien, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, puisse donner sa part de sacrifice. C'était donc pour vous le Yaprobème Express qui justement vous donne un avant-goût de ce qui va avoir lieu dimanche. Dimanche, évidemment, cette émission Yaprobème qui vous met au cœur des problèmes de la société. On a voulu évidemment vous en faire part. Un mot, un petit tour de table avant de recevoir notre invité là-dessus. Exactement, Marius Komoé. Je commencerai par vous. Oui, si vous n'étiez pas venu vers moi, ça m'aurait étonné, vu que c'est un problème de société. Exactement. Bon, comment est-ce que vous analysez déjà ces faits-là et puis le maire et le gouverneur au regard de la situation nationale, délétère des populations ivoiriennes à un certain niveau, surtout dans ces quartiers-là, l'État a un rôle prépondérant à jouer. Ça fait un pincement au cœur pour un leader associatif de notre trempe de voir que des enfants qui vont à l'école et qui sont en classe de maternelle, de primaire et autres, n'ont plus accès au savoir. Pour la simple raison que l'État a bien voulu déguerpir leurs parents. Il aurait été agréable pour l'État de le faire dans les règles de l'art en trouvant les solutions de logement adéquats, en trouvant des sites qui pourraient naturellement abriter toutes ces familles qui ont été délocalisées aux grandes dames de leur famille. Bon, on l'a fait certainement à Koumassi. On va entendre aussi Gérard. Non, j'arrive. Le ministre l'a dit, le ministre-gouverneur l'a dit, il a fait à Koumassi, mais avec quel sacrifice des populations? Très bien. Pour ma part, je crois que il est vrai, c'est vrai qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, mais le plus important est qu'il y ait des solutions, sinon une solution concertée. Élisée Boloubeu. Oui, moi je pense que les pouvoirs publics sont conscients de la nécessité, parce que le développement le fait pour des populations, donc on ne le fait pas contre des populations. Donc à un moment donné, il faut que les différentes parties s'asseyent et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente qui soit de nature à satisfaire tout le monde. Très bien, merci. Notre invité est là, professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, mais il vient ce soir pour être le président donc, du COGU Cannes. COGU, déjà, je veux dire que c'est un acronyme qui rappelle, c'est COGU, hein, comité... On prononce COGU, nous. COGU, vous dites COGU. Très bien. COGU, bon, enfin, je ne sais pas, mais enfin... Comité opérationnel de gestion des urgences, de santé, des contingences. Et ce comité qui existe déjà dans le ministère se réadapte en fonction des événements, et c'est le cas de la Cannes. Exactement. Et vous êtes là justement pour parler de quel dispositif pour la prise en charge médicale de toutes les situations d'urgence sanitaire. Bonsoir en tout cas pour Monsieur le Directeur Général, merci d'être là. Jusqu'à présent, est-ce que nous avons eu des situations d'urgence où vous avez eu à intervenir sur les différents stades de Côte d'Ivoire? Merci Madame, merci à tous et bonsoir.
je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question qui est très précise, expliquer un peu ce qu'est le... Allez-y, je vous prie. Le COJU. Oui, ça s'écrit COJU, mais on prononce COJU. Vous comprenez aisément pourquoi. Le COJU a pour objet essentiel deux grandes missions. La première, c'est de faire en sorte que le système ne s'arrête pas de fonctionner avec la CAN. Parce que vous savez, il y a la CAN. Donc, on a une mobilisation du secteur de santé durant la CAN. C'est ça. Et donc, l'autre mission, c'est de faire en sorte que s'il y a des événements indésirables en santé, que notre système soit capable de le prendre en charge. Donc, voici pourquoi le COJU a été mis en place. Mais le COJU était un organe du ministère de la Santé. Il faudrait noter qu'il y a, au niveau du COCAN, le COCAN Santé. Le COCAN Santé a pour rôle de gérer les stades et les abords du stade. Mais après, lorsqu'on a fini de gérer les abords des stades et les stades, il faut bien que les victimes aillent dans des centres de santé. C'est ça. Et c'est pour cela que nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que si tout cela arrive, que nous, on puisse les accueillir dans de bonnes conditions de nous, sans pour autant arrêter notre routine qui est de soigner les Ivoiriens. Du coup, quel était votre niveau d'intervention, comme vous posez la question, Christelle, jusque-là? Le niveau d'intervention, il y a plusieurs niveaux. Le COJU travaille sur tout l'étendue du territoire. Très bien. Le COCAN Santé est dans les villes où il y a de la CAN. C'est cela. Comme vous savez, il y a de nombreux événements malheureux qui sont liés à la CAN et même dans les sites CAN et au-delà des sites CAN. Notre intervention réside en dehors des stades. C'est ça. Lors des stades, il y a eu ce que les gens ont reçu souvent, ce sont des malaises, mais ce n'est pas des gros soucis. Dû au stress, c'est ça? Oui, non, des malaises parce que, par exemple, souvent lié à l'hypoglycémie, on va au stade très tôt, on ne mange pas, et après on fait des petits malaises. Ça, c'est ce qu'on a eu pendant... la première partie de la oui, donc quand il y a un match, ce sont les événements qu'on a en général. En tout cas, pendant les journées de match. Voilà, pendant les journées de match. Et aussi, on craignait des bousculades, mais l'organisation du COCAN fait que les bousculades, pour le moment, n'ont pas eu lieu parce que c'est relativement bien organisé à l'intérieur des stades. Nous, notre rôle était après les stades. Vous savez, on a joué dans différentes régions. Notre dispositif couvre toute la Côte d'Ivoire, de Korogo à San Pedro, en passant par Abidjan. On a joué dans toute la Côte d'Ivoire et il se trouve que les gens se déplacent d'Abidjan à Yamoussoukro pour voir des matchs. Donc, bien sûr, s'il y a un accident dans la voie publique, c'est bien chez nous qu'ils vont aller. Absolument. Donc, nous avons mis en place un dispositif qui couvre la Côte d'Ivoire de Korogo jusqu'à Abidjan et de Abidjan jusqu'à San Pedro. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, ceux qui sont partis à Bouaké, on aurait pu voir, on a vu peut-être des ambulances sur le trajet. Ça se passe comment, votre dispositif? On a, dans le dispositif, je vais partir de Korogo pour descendre sur Abidjan. À Korogo, on a le CHR de Korogo qui a été rénové, réhabilité et qui offre aujourd'hui un plateau technique de qualité. C'est notre hôpital de base à Korogo. À Bouaké, on a deux hôpitaux. On a le CHR nouveau qu'on vient de construire et qui est équipé, flambant neuf. Et le CHU où on a des compétences techniques importantes. À Yamoussoukro, notre base, c'est l'hôpital Moscati, qui est un hôpital d'un très bon niveau. Et aussi, on a le CHR à Yamoussoukro qui a été réhabilité et qui est fonctionnel. À San Pedro, on a le nouveau CHR de San Pedro aussi, qui est un nouvel hôpital identique à celui de Korogo et de Bouaké. Et à Abidjan, nous avons le CHU de Trècheville, qui est la base elle-même, mais nous avons le CHU de Bougon. J'ai vu dans votre reportage que le CHU de Bougon est ouvert. Donc on a aussi le CHU d'Angré, qui sont les endroits où on envoie les personnes en priorité. Mais on a l'hôpital général d'Agnaman, qui est également aussi une de nos bases, puisqu'on a une centaine de lits disponibles à ce niveau-là. Donc voici un peu notre dispositif. Vous étiez prêt à vous lancer sur quelque chose. Est-ce que ça a été éprouvé? Il nous reste quelques jours pour terminer la CAN. Et tout cela a été éprouvé. Vous pouvez dire, on va dire quand même scientifiquement, que votre dispositif était plutôt bon, ou bien vous vous dites... Il y a peut-être des failles. Allez, on peut améliorer les choses. Voilà. Pour ne pas dire failles. Hein. Le dispositif est bon, il marche. En fait, on sort d'une situation où on nous a livré les hôpitaux neufs et
la CAN nous a permis de les éprouver. Et on a vu qu'on avait des capacités techniques importantes en Côte d'Ivoire, une offre de soins de qualité et qu'on met à la disposition, bien sûr, de la CAN, mais qu'on met à la disposition de ceux qu'on reçoit, dans le cas de la CAN, mais aussi à la disposition des Ivoiriens. Évidemment. Voilà. Donc aujourd'hui, le dispositif, il marche. Il marche parce que tous les jours, notre COJU se réunit tous les matins pour faire le point des événements qui se passent dans la Côte d'Ivoire. Pas seulement sur les 5 villes Cannes, dans toute la Côte d'Ivoire pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est cela. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que même où il n'y a pas de stade, les Ivoiriens font la fête parce qu'on a... On avance. On a gagné, on avance. Et les événements indésirables aussi arrivent dans ces conditions-là. Vous savez, comme je dis, on a joué sur plusieurs stades. Il y a eu beaucoup d'accidents de voies publiques. Justement, c'était ça ma préoccupation. Oui. Quand il y a des accidents de voie publique, est-ce que sur le trajet, par exemple, je pars à Yamoussoukro, est-ce que vous avez des points d'ambulance, des points de secours, des points de stop? Ça se passe comment? Exactement. On a prépositionné avec le concours, bien sûr, des sapeurs-pompiers militaires, de l'ONPC et puis des volontaires de la Croix-Rouge. On a prédisposé les sapeurs-pompiers à des kilomètres très bien précis. Je pense que le premier, c'est 103, l'autre, c'est 121. Et aussi au kilomètre au niveau du corridor de Tiébissou. Donc, on a balisé. Ah, très bien. Et on a fait pareil sur la côtière. Très bien. Et le dispositif permet, à chaque fois qu'il y a malheureusement un accident, qu'on puisse rapidement, parce que ce qui est important, c'est le délai de prise en charge. C'est ça. On fait en sorte que rapidement, on puisse le prendre en charge et l'amener dans les structures. Je prends le cas de l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Vous savez, on a à Toumoudi ce qu'on appelle un trauma center, qui a pour objet essentiel de prendre en charge les traumatisés de la voie publique. Ce trauma center, il fonctionnait, mais nous l'avons renforcé dans le cadre de la CAN. Nous avons fait en sorte que les personnels qualifiés qui sont à Abidjan puissent, pendant ce moment de la CAN, puissent être disponibles à l'intérieur du pays pour qu'on n'ait pas à faire des évacuations parce que sur le terrain, on y est. Ça, c'est votre dispositif. Parlons maintenant, parce que là, on a encore une journée qui va arriver. Demain, ce sera une journée de tension. On a aussi la finale et le match de classement éventuellement. Donc, aujourd'hui, quelles sont les précautions à prendre pour quand même les Ivoiriens, les dispositions pour éviter de se retrouver en syncope ou des choses comme ça? Vous avez sans doute des conseils à donner, monsieur le directeur. Oui, ce sont des conseils très classiques. Quand vous avez une maladie chronique du type hypertension ou maladie cardiaque, vous devez bien sûr prendre des dispositions pour ne pas rater le match. Quelle disposition? Soyez précis. Oui, mais les dispositions, vous savez, si vous êtes sujet à des émotions fortes, ne ratez pas le match. C'est qui serait très difficile. C'est pas facile aussi. Moi, je suis hyper tendu. Oui. Vous me voyez en train de ne pas regarder le match des éléphants. Je fais comment? Vous prenez vos médicaments. Non, je vous taquine. Et dès que vous avez les premiers signes qui apparaissent, vous appelez le SAMU, vous appelez le 143 et on viendra vous prendre en charge. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est important, moi, au-delà des petits malaises ou des petits bobos qu'on pourrait avoir, vous savez, nous, on a eu environ 3600 événements malheureux dans cette canne, c'est-à-dire avec des petits malaises, aussi des arrêts cardiaques. Quelques AVC, des arrêts. Oui, on a eu des arrêts cardiaques, mais on a pu sauver tout le monde, sauf un seul qui, malheureusement, qu'on a perdu. Donc, ce sont des arrêts cardiaques qui n'ont pas eu lieu dans les stades. Ça a eu lieu dans les fan zones ou à la maison. Et notre dispositif était tel que quand vous avez une fan zone, en général, on a une ambulance avec des défibrillateurs et de l'oxygène pour pouvoir prendre en charge rapidement. C'est ça. Donc, on a pu prendre en charge des personnes qui étaient dans les fan zones et qui avaient eu un malaise cardiaque et qu'on a pu sauver. Mais ce qui est vraiment important, c'est la célébration de la joie après les victoires. Parlons-en justement. Comment on fait? Comment on pas que la joie nous emporte. Voilà. Oui, moi je veux d'abord vous donner des petites statistiques. Vous savez, quand on est passé des huitièmes de finale au quart de finale, il y a eu environ 7 morts. Oui, dans la manifestation de la joie. Et qu'est-ce qu'ils ont juste Je vais terminer, s'il vous plaît, madame. Après, on est passé de quart en demi. On a eu 15 morts. Wow. Mais des morts d'accidents de la route, pour la plupart. C'est-à-dire des usagers de la voie publique qui prennent des motos, qui font des rodéos, qui célèbrent leur joie. Mais aussi, on a des personnes qui, avec l'abus d'alcool, ont
prennent le volant d'une voiture et perdent le contrôle. Ouais. On a eu le cas très malheureusement célèbre à Abata, où une voiture est rentrée dans la foule qui célébrait la victoire de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas normal que dans cette CAN, en célébrant la victoire, on arrive à perdre la vie. Et ça, c'est ce qui nous dérange le plus. C'est-à-dire que durant cette CAN, des Ivoiriens perdent la vie parce qu'ils sont sortis manifester leur joie. On a quand même presque une trentaine de nos compatriotes qui sont partis dans ces conditions-là. Nous, ici à Live TV, vous le savez, pour ceux qui sont fidèles de cette émission, on a reçu le directeur général, le préfet de police d'Abidjan, qui est également donc responsable de la sécurité de Kokan. On a reçu le président du SAMU, le directeur du SAMU, me semble, le grand professeur qu'on a reçu. On vous reçoit. C'est-à-dire qu'on milite pour que les Ivoiriens prennent conscience que ce sont des moments de joie et ça ne devrait pas déboucher sur de la tristesse. Sur des funérailles, en réalité. Familles. Mais quand vous dites qu'il ne faut pas, pour ceux qui sont hypertendus ou qui ont des maladies cardiovasculaires, quand vous dites qu'ils ne devraient pas regarder le match, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas regarder, mais ils peuvent être aussi en état de stress dans ce qu'ils font. Voilà. Mais madame, aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des cas. Ceux-là ne décèdent pas. D'accord. Je suis désolé, mais ils ne décèdent pas. Au stade, on n'a pas eu un cas de décès dans un stade. Lié à non, pas du tout. Un hypertension. Comme je dis, j'ai eu un seul cas, un seul décès d'un arrêt cardiaque en plus à la maison, même pendant une fan zone. À la maison. Mais ce qui aujourd'hui est ma préoccupation majeure, c'est les accidents de la route. Quelquefois, en allant voir le match, on fait un accident. Au retour, on fait un accident. Et après, la joie qu'on a fait que malheureusement, on perd le contrôle du véhicule et on rentre dans les populations qui, en liesse, qui manifestent encore leur joie. Donc ça, c'est dommage. En tout cas, nous pensons qu'on pourrait donner 30 minutes, 40 minutes, 1 heure à parler de ce sujet-là. Beaucoup seraient encore dans une forme d'insouciance, mais le message du directeur général de la santé est clair. Il n'est pas venu nous parler de maladies qui a emporté justement une proportion assez importante de la population, mais plutôt des actes délibérés, voilà. Enfin des actes délibérés, puisque prendre l'alcool et vouloir conduire, et vouloir prendre la moto, faire le petit malin, le cake dans la rue, ça fait pas bon ménage. Tout ça nous... En tout cas, vraiment, votre message était très, très poignant, très puissant. On espère que nos compatriotes l'ont bien saisi. Peut-être que sur les fan zones, on demandera l'avis des autres. Dans les fan zones, il faudrait peut-être avoir des alcotests, par exemple. Oui, des alcotests et puis aussi se maîtriser. Il y a des animateurs dans les fan zones, donner la consigne plutôt, voilà, les consignes, que si on marque, il faut rester serein parce que votre famille... Ça va être difficile. Bon, ça va être difficile, mais il faut se contenir. Non, il faut se contenir. Dans les fan zones, la chance qu'on a, on a des ambulances avec du personnel médical qui est capable de prendre en charge très rapidement tout accident de ce type-là. Pour les accidents de véhicules et tout? Non, pour les accidents des arrêts cardiaques. Voilà. Ça, les malaises. Les malaises, ça, il n'y a pas de problème. Dans toutes les fan zones, on peut le faire. Ce qui m'inquiète le plus, madame, c'est vraiment exactement, c'est de ça qu'on parle en fait. Après la victoire, même si vous buvez, enfin bon, si doucement, il faut se maîtriser. Il faut plutôt appeler nos compatriotes à tenir compte des instructions du département ministériel telles que portées à leur connaissance ce jour par M. le directeur général de la santé et éviter les actes d'incivisme que nous constatons à chaque fois que l'équipe nationale gagne un match. La parole du sage, vous terminez cette émission. Exactement. Merci à vous tous. Ouais. En tout cas, monsieur le directeur général de la santé, merci. On pourrait vous recevoir, en tout cas après la CAN, pour parler justement des problématiques de santé globalement en Côte d'Ivoire. Ce serait avec plaisir. Permettre à nos compatriotes d'être mieux informés de la situation. Merci Christelle. Merci beaucoup André, merci Élisée, merci monsieur le directeur général, Gérard, Marius. On se retrouvera donc demain et je pense qu'on termine avec cette consigne-là tout doucement. Le pays quand même compte sur nous et le pays nous appelle aussi à d'autres choses. Il faut rester en vie. Bonne célébration pour demain, pourquoi pas. Et oui, pour demain, on va gagner, c'est sûr. Allez, à demain. À demain, merci.